Gennevilliers, un lieu chargé d'histoire industrielle et artistique, s'apprête à accueillir la 2e édition de Trésors de banlieue. Une exposition qui bouscule nos représentations et célèbre la richesse culturelle des territoires périphériques. Aujourd'hui, ce lieu de création industrielle devient un espace de création artistique. Du 15 février au 13 avril, Trésors de banlieue revient avec une édition intitulée Couronne d'humanité. Après une première édition qui a attiré plus de 22 000 visiteurs, l'exposition réunit cette année plus de 250 œuvres, 70 collectivités et instituts publics, 11 thématiques qui racontent l'histoire des territoires. Notre voyage commence maintenant avec Noël Corré, commissaire de l'exposition, qui va nous guider à travers ces trésors méconnus des banlieues. Bonjour Noël. Bonjour Céline. Alors on commence notre voyage tout de suite par les œuvres picturales qui témoignent de l'évolution artistique des banlieues. Quelle différence entre les œuvres néo-impressionnistes et post-impressionnistes ? Ah, ce n'est pas la même chose. Le néo-impressionnisme est consécutif à l'impressionnisme et il sera suivi par le post-impressionnisme. Tout démarre avec ceux qu'on appelait les flibustiers de la lumière, la borne à Claude Monet, Pissarro, Sisley, etc. et Renoir évidemment, qui eux sont les impressionnistes, les premiers à vouloir traduire les effets de la lumière avec une touche fragmentée et à poser sur la toile ce qu'on appelle de la peinture claire, des teintes très très claires. Tout ça pour bien signifier les variations lumineuses de la nature. Ils seront suivis par les néo-impressionnistes, c'est-à-dire qu'ils ont à peine conquis cette reconnaissance, cette notoriété, que tout d'un coup des petits jeunes arrivent autour de Seurat, le peintre Seurat, et proclament une révolution dans l'impressionnisme qui est le néo-impressionnisme. C'est le mot que va inventer Félix Fénéon, dont nous avons le portrait d'ailleurs pointillé par Maximilien Luce, parce que le néo-impressionnisme, c'est ce qu'on appelait vulgairement le pointillisme ou le divisionnisme. Donc après la lumière, finalement, c'est le pointillisme qui arrive. Voilà, c'est le pointillisme qui arrive à travers des œuvres très importantes. Vous connaissez tous La Grande Jatte de Seurat, bien sûr. Mais ici, nous avons donc des œuvres qui relèvent de cette technique dite pointillée, du néo-impressionnisme, qui fragmentent les teintes et les tons, qui les divisent en petites sortes de pixels, on pourrait dire, de couleurs pures, pour créer une vibration lumineuse qui se traduit avec ta rétine. C'est-à-dire que c'est notre rétine, notre œil, qui va reconfigurer, si vous vous mettez tout près, c'est comme un écran de télévision où tu n'as que les pixels. On est déjà dans l'abstraction. Et plus tu recules, plus tu vas recomposer l'œuvre à partir de ces petits points lumineux. Et du coup, après, on a le post-impressionniste. Donc voilà, il arrive en dernier et on appelle en général post-impressionniste tous les peintres, tous les artistes qui vont se réclamer de l'impressionnisme, mais qui ne figurent pas parmi les pionniers de l'impressionnisme. Allez, plein d'autres richesses picturales qu'on peut encore découvrir. Là, on va aller retrouver Guillaume Lano et Bruno Charzin, qui sont les 2 scénographes et qui ont monté toute cette exposition. Alors on voit qu'on change continuellement d'univers. Bruno Charzin et Guillaume Lano, vous êtes les 2 scénographes de l'exposition. Comment est-ce que vous avez conçu cette exposition et tout ce parcours La difficulté, c'était d'investir un lieu industriel dont les qualités architecturales ne sont pas ce qui saute aux yeux à première vue. Et donc c'était d'organiser l'espace pour faire que l'ensemble des œuvres soit présenté de façon assez cohérente, suite aux choix et aux thématiques du commissaire. Et donc on a construit des cloisons à l'intérieur pour à la fois structurer l'espace et puis casser le côté très orthogonal de cet espace. Ça a mis beaucoup de temps à la réflexion. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ce projet. Alors est-ce qu'il y a un parcours spécifique du visiteur ou est-ce qu'on peut naviguer comme on veut ? On est pour la liberté. En rentrant, on peut aller à gauche, à droite, au milieu. Voilà, tout l'éventail est possible. C'est à chacun de faire son parcours. Et comme on a 11 thématiques dans l'exposition, en fait, peu importe par laquelle on commence, aucune importance. Le choix des couleurs ?
Elles sont volontairement sombres parce que l'idée était d'assombrir l'environnement pour que les œuvres soient le mieux éclairées possible et que, encore une fois, l'environnement soit un peu atténué. Et donc, après, le choix des couleurs elles-mêmes, c'est simplement qu'il fallait différencier les différents chapitres et donc qui est quand même que ça soit assez net. Merci Bruno, merci Guillaume. Passons maintenant aux sculptures qui incarnent l'histoire et la mémoire des banlieues. Et on retrouve Noël devant le buste de Balzac. Donc, et vous avez choisi 2 sculptures de Rodin pour l'expo. Pourquoi ces choix ? Oui, parce que Balzac est un personnage très important dans la banlieue. Balzac, comme vous le savez, en 1819, il est installé dans une chaumière dans ce qu'il appelle la très agréable vallée de l'Isle-Adam. Donc il habite à plusieurs reprises la banlieue. En 1830, il publie un roman avec un titre qui résonne banlieue, c'est-à-dire Le bal de Sceaux, où il met en avant justement la ville de Sceaux. Petit roman qui n'est pas très connu mais qui est absolument magnifique. Et puis on le retrouve, Balzac, en 1843 à Lagny, quand il saute dans une calèche depuis Paris, qu'il traverse le nord-est de Paris, alors il passe par Pontin, il rejoint Charenton, il suit la Marne, il arrive à Lagny, où là, il va corriger les épreuves de la 3e partie de son chef-d'œuvre absolu, enfin à mes yeux, qui s'appelle Les Illusions perdues. Et autre sculpture qu'on retrouve à l'entrée, c'est la statue de la salopette de Coluche. La salopette de Coluche, alors là voilà, autre temps, autre lieu. Et donc la salopette de Coluche par Guillaume Verlet, qui est vraiment là, qui est tout un symbole de solidarité. Évidemment, pour nous, c'était très très important d'accueillir le public avec Coluche et sa fameuse salopette. Elle est importante, cette sculpture, parce que finalement, on ne voit que la salopette. C'est-à-dire que c'est notre œil qui va remplir la salopette du corps de Coluche, avec son nez de clown, etc., que l'on imagine immédiatement quand on voit la salopette. Mais Guillaume Verlet fait de nous des acteurs. Vas-y. Noël, ne nous dites pas tout, on part découvrir l'atelier de Guillaume Verlet qui nous explique les origines de sa sculpture. Coluche a longtemps vécu à Montrouge. Aussi était-il logique que la ville célèbre à la fois l'homme et l'artiste, tout comme il était normal que cet hommage passe par un autre artiste local, Guillaume Verlet. Le sculpteur a choisi de mettre en avant la célèbre salopette, symbole du monde ouvrier et de Coluche. C'est une très longue histoire, en fait, ça date de 1996. La première version, c'est un tout petit format qui fait 26 cm de hauteur et qui était à l'origine un trophée. Et ça a été une demande de Véronique Colucci, qui sont allés voir le maire de Montrouge en 95-96 pour signaler le fait que ça allait être les 10 ans de la disparition de Coluche et que ça serait pas mal que la ville de Montrouge, qui était sa ville natale, fasse quelque chose pour commémorer sa disparition. Et donc ils ont imaginé un trophée du jeune comique, et avec comme trophée ce qu'ils ont appelé la salopette d'or. Et après ils m'ont demandé si je pouvais faire une sculpture autour de cette thématique, et j'ai créé le petit format de la salopette de Coluche, voilà, avec cette idée de le mettre en mouvement et de faire comme s'il était toujours dedans, en retirant la tête, le tronc, les bras, qui symbolisent, qui expriment l'absence. Voilà. C'est le vide, l'absence, alors qu'il est encore vivant dans le sens où la salopette est en mouvement. Réalisée dans un format encore plus grand, la salopette en bronze, exposée à Trésor de banlieue, trouvera finalement sa place définitive, place de la Libération, à Montrouge. L'idée de faire une sculpture autour de Coluche, c'était aussi de faire une sculpture qui parle de quelqu'un avec des multiples facettes, extrêmement connu en France, pour toutes ces facettes-là, c'est-à-dire que ce soit l'aspect comique, le cinéma, les restaurants du cœur, c'est quelqu'un qui a été très 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 investi d'un point de vue artistique et politique. Et c'est important pour moi qu'il existe une sculpture pour le représenter, et il se trouve qu'en plus c'est quelqu'un qui est proche du peuple, proche des gens, et des sculptures qui expriment cette proximité. Finalement, il y en a très peu, en tout cas très peu, qui ont été vraiment valorisées.
de devenir un écrin culturel, ce bâtiment a provisoirement été les ateliers de l'entreprise Ballas, un fleuron de l'industrie française. C'est ici, dans ces murs chargés de mémoire ouvrière, que les compagnons ont travaillé sur l'un des chantiers les plus symboliques de ces dernières années, la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris. Avant d'héberger Trésors de banlieue, l'usine Chantraine a accueilli un projet tout aussi artistique. Elle a servi d'atelier à la réfection de la flèche et de la toiture de Notre-Dame, endommagée lors du terrible incendie de 2019. 3 entreprises, dont la société genevilloise Ballas, y ont fabriqué plus de 1500 éléments, sans compter les pièces d'art proprement dites. Le lieu a servi d'atelier de préfabrication, pour préparer les pièces en amont, pour gagner du temps de pause sur place, sur tout Notre-Dame. Vous avez des phases en fait d'assemblage, notamment des pièces, qui ne peuvent se faire que sur le chantier. Mais tout ce qui est découpe, tout ce qui est susceptible en fait de créer de la poussière ou de créer je dirais des désordres, c'est fait en atelier. Nous, on a choisi ce lieu parce que Gennevilliers est bien pratique pour nous, sachant qu'on a nos sièges, et aussi pour la proximité du port, car toutes les pièces fabriquées ici sont emballées de manière hermétique pour éviter la diffusion de plomb, et ensuite arrivent en port au pied de Notre-Dame et sont pilotées directement sur le plomb, pour limiter le stockage sur place. Le but, c'est de faire une copie de Notre-Dame avant incendie, donc jusque dans les moindres détails, des choses qui sont presque invisibles à 2 mètres. Aujourd'hui, on a été chercher le moindre détail, les codes, pour reproduire à l'identique. Il y a eu la flèche, la toiture, ce qu'on appelle la toiture courante, mais aussi des pièces de la flèche. Il y a vraiment toutes les parties qui ont été réalisées ici. Le travail sur Notre-Dame est unique, parce qu'on retrouve les formes, les méthodes de travail sur Notre-Dame n'existent quasiment que sur Notre-Dame. Donc il a fallu s'adapter à ça pour réussir à le faire. Découvrons maintenant les objets qui racontent l'histoire industrielle et sociale des banlieues. Alors on est devant le toboggan de maternelle en bois. Quelle est son importance au cœur de l'exposition? Elle est capitale, mais elle figure dans la thématique une enfance en banlieue. D'où sa place ici dans cette thématique. Elle l'illustre aussi, elle témoigne d'une activité semi-industrielle, puisque c'était un toboggan qui a été fabriqué par une entreprise semi-artisanale qui s'appelait le Jouet Moderne en 1926. Et donc ça va être l'un des premiers toboggans en banlieue qui va être placé dans une maternelle, dans une école maternelle de Suresnes d'ailleurs. Et pour nous, c'est important parce que c'est aussi un espace ici qui se veut ludique. Vous voyez, on a derrière un petit voilier construit là aussi par des enfants. On a des jouets. Donc on est vraiment dans un domaine, le domaine ludique de l'enfance avec ce toboggan, dont d'ailleurs nous avons dû faire très attention parce qu'il est fragile, il est en hêtre, je crois. Mais il y a d'autres installations où on peut jouer et manipuler un petit peu. Bien sûr, notamment l'instrumentarium Bachet. Il y a beaucoup de choses que les enfants vont pouvoir manipuler. On a prévu des ateliers d'ailleurs pour eux, pour qu'ils puissent réaliser une œuvre ici avec des médiatrices culturelles. Mais la place de ce toboggan, elle est vraiment liée à la thématique ici qui s'appelle Grandir en banlieue, une enfance en banlieue, où on le retrouve plein d'icônes, de fétiches, de ce qui se passe hier et aujourd'hui. Ça couvre un champ historique quand même important, de la fin du 19e, très souvent, jusqu'à l'époque contemporaine. Alors maintenant, Noël, partons découvrir la pièce maîtresse de l'exposition, au centre de l'exposition, le bateau de Gustave Caillebotte, le roast beef, reconstruit par l'association Sequana de Chatou. Exactement. Imaginé et conçu par Gustave Caillebotte, le célèbre peintre genevillois, le roast beef est un bateau indissociable de l'histoire de la ville. C'était le bateau de Caillebotte, Gustave Caillebotte, qui habitait au Petit Gennevilliers, qui était peintre, mais aussi mécène et aussi architecte naval. Et il avait construit ce bateau et il avait gagné contre les Anglais. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a appelé il s'appelle roast beef. L'original, il a été construit au Petit Gennevilliers, mais celui-là c'est une réplique en fait, à l'échelle 1 et à l'identique. C'est une reconstruction, parce que ce sont des bateaux qui ne duraient pas très longtemps. Donc une reconstruction qui date de 30 ans à peu près. Donc il est en rénovation, c'est pour ça qu'il n'est pas complètement fini. Donc c'est un bateau de régate de la classe 30 comme 30 mètres carrés de voilure. C'est un quillard avec un lest de 300-400 kg, qui lui donne une certaine stabilité. Alors comme vous voyez, tout ce qui est bleu est dans l'eau.
Comme c'est un bateau qui a été dessiné par Caillebotte, il est à côté de la partie qui concerne les impressionnistes et voilà, il a une valeur. À la fois c'est un objet étonnant et puis et en même temps c'est dans l'histoire des impressionnistes, même si c'est pas une œuvre impressionniste, ça joue son rôle quoi. Gustave Caillebotte est un peintre impressionniste et un architecte naval et un mécène pour tous ses amis impressionnistes. C'est un bateau emblématique, je pense, de l'impressionnisme. C'est un des bateaux les plus imposants, je pense, de l'époque. Alors Noël, on se retrouve dans la salle des arts décoratifs et de l'art contemporain. Oui. Quelle est leur place dans la banlieue? Alors, elle est très importante. D'une part, l'art urbain dont vous venez de parler est colossal. C'est en banlieue que l'art urbain est né, que les arts urbains, parce qu'on ne peut pas parler d'art urbain, mais des arts urbains. Je pense à la culture hip-hop, au street art, aux arts graphiques, à la danse, évidemment, contemporaine. Mais ça, c'est une grande nouveauté de l'exposition Trésors de banlieue de 2025. C'est que nous avons invité des artistes contemporains. Nous ne l'avions pas fait en 2019 et cette fois, nous avons donné leur place à des artistes contemporains. Vous avez derrière moi, par exemple, un diptyque d'Astrée l'Ermite, une pièce magnifique, qui est un des rares tableaux abstraits de l'exposition, avec la tapisserie de Jean Harpe qui est dans cette pièce. Mais nous avons donc à peu près une quinzaine d'artistes contemporains, peintres et sculpteurs, qui figurent dans cette exposition et qui illustrent aussi la thématique des banlieues, les différentes thématiques que nous avons déclinées dans l'exposition. Les arts urbains sont très très importants, parce que cette façon de faire parler les murs, de transcender finalement l'architecture, de libérer les murs et de leur donner un sens, voire une poétique, c'est vraiment propre à la banlieue. C'est là que tout naît, c'est là que tout commence. Et finalement, Paris ne va faire que digérer tout ce qui se crée en banlieue au niveau des arts urbains. Et beaucoup d'ailleurs d'artistes très importants, je pense à Speedy Graffito, mais à d'autres, leurs œuvres aujourd'hui finissent digérées par le marché et finissent à l'Hôtel Drouot à des prix hallucinants. Ce qui évacue parfois d'ailleurs le côté un peu rébellion des arts, le côté un peu rebelle des arts urbains. N'empêche qu'ici, nous leur rendons hommage, un hommage magnifique, puisque les arts urbains sont là avec 5 street artistes parmi les plus éblouissants que l'on connaisse aujourd'hui, autour d'Alexandre Canos. Et puis je crois que vous avez aussi interviewé Alexandre Accart, un artiste magnifique que je défends depuis longtemps. Et d'ailleurs, on l'a filmé lors de la réalisation de sa fresque. Donc ils sont très très importantes. On le doit à ça à DJ Dime, alias Medita Giori, qui lui est très impliqué dans les arts urbains et qui a fait venir les gens qu'il connaissait, évidemment avec Alex Canos, avec Sifat, avec Jobert et avec Alexandre Accart. Découvrons donc son reportage avec Alexandre Accart. Depuis ses débuts à Manet, lorsqu'il avait 16 ans, Alexandre Accart a toujours puisé son inspiration dans la banlieue. Omniprésente, elle se mêle parfois à l'actualité, comme dans la fresque qu'il a réalisée dans la salle qui accueille les ateliers organisés en marge de l'exposition. Un jour, je vois une image assez terrifiante, mais très belle aussi, celle d'un Palestinien qui danse et on voit les incendies, les bombes qui tombent, et eux, ils dansent comme ça devant ce désastre. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Les Indiens d'Amérique, qui ont aussi été colonisés, exterminés, se sont rapprochés des Palestiniens par solidarité. Et il y a même eu des rencontres entre Palestiniens et Indiens. C'est beau, cette solidarité face à l'horreur, c'est magnifique. Voilà, et à côté, j'ai fait quelqu'un de notre banlieue. Le hip-hop, c'est venu de la culture de la rue, des exclus, etc. Moi, j'ai vécu en banlieue depuis tout petit, j'ai toujours été mélangé. Je suis super content d'habiter à Gennevilliers. Par exemple, si je devais changer de ville, je partirais loin de la banlieue, parce que je n'irais pas dans une autre banlieue. Gennevilliers, il y a un climat, justement, qui est bien représenté dans mes deux travaux là. Ce climat-là, il existe dans Gennevilliers. Mais le mélange, l'acceptation de l'autre, le mélange d'abord maintenant des pauvres et des moins pauvres. Il y a même des couches très aisées, je crois maintenant. Il y a des appartements qui valent une fortune.
Il y a ce mélange-là, il y a le dynamisme, la solidarité internationale, tout ça. Tout ce qui fait d'une banlieue réussie. Voilà. La banlieue, ça peut être magique. Il y a des génies qui sortent de la banlieue. Les arts graphiques offrent un aperçu de la créativité en banlieue, notamment avec la bande dessinée. Ah oui, elle est très très importante, la bande dessinée. La thématique de la banlieue dans la bande dessinée va être très très prépondérante. Tardy va l'évoquer bien évidemment, mais je pense à Tito, Tendre banlieue, avec toute cette série. Il y a eu 20 albums publiés par Casterman. Et puis en 1984 naît une revue qui s'appelle Chic Magazine, créée par Jacques Lob, le grand scénariste Jacques Lob. Et c'est un numéro spécial d'octobre 1984 consacré à la banlieue. Dans ce numéro, en deuxième de couverture, nous avons un dessin de Jean Solé que nous exposons, qui est ici devant nous, voilà, qui s'appelle La banlieue, tout simplement, où Jean Solé justement a montré en quoi la banlieue était l'endroit où l'on sentait tous les souffles du monde, comme disait Aimé Césaire, où soufflaient tous les souffles du monde. C'est-à-dire que nous avons un personnage, une femme, une rousse, qui emménage ici en banlieue, au dernier étage d'un immeuble, qui regarde dehors, et qui développe sa propre culture à elle dans son appartement, avec donc, c'est une fille des tropiques, à l'évidence, donc on voit le toucan, on voit les tapisseries, la végétation des plantes vertes luxuriantes, et le contraste est terrible avec ce qu'elle voit derrière sa fenêtre, c'est-à-dire qu'elle voit le côté fade, insipide et sans saveur de l'urbanisme des banlieues, tel qu'on pouvait l'avoir encore dans les années 80. Et donc avec ce dessin, je trouve que Jean Solé est en phase pour nous dire toute la richesse des habitants des banlieues. Ce sont eux, cette humanité qu'ils nous apportent, venus des quatre coins du monde, que l'on y transite, que l'on y travaille, ou qu'on soit simplement de passage, voilà. Eh bien, on vient avec sa propre culture. Et donc là, il y a vraiment cette mise en partage, vous voyez, ce contraste entre une culture océanienne et puis ce qu'elle voit par sa fenêtre. Donc là, vraiment, la place de la bande dessinée dans la banlieue en tant que thématique et en tant que sujet de la bande dessinée, mais aussi avec tous ces artistes, parce que nous exposons Zach Deloupi, Loustal, Jean Solé, Christian Cailleux qui est ici à côté de moi. Et donc nous avons 4 ou 5 artistes de la bande dessinée présents dans cette exposition avec des planches originales. C'est très rare. C'est-à-dire que là, on montre vraiment l'encre de Chine, les encres de couleur, comment fonctionnait l'artiste. Nous vous présentons non pas des reproductions ou des lithographies, mais des planches originales. Mais des planches originales de bande dessinée. Noël, voilà. Merci beaucoup pour cette balade, toutes vos explications et puis nous avoir partagé votre passion. C'était vraiment un très bonheur sympa. de vous avoir. Merci. Vous avez découvert avec nous un monde riche et plein de surprises, celui des banlieues. Un monde où chaque objet, chaque œuvre a une histoire à raconter. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la preuve que la créativité n'a pas de limite. Les banlieues ne sont pas ce qu'on dit souvent, ce sont des endroits pleins de talent, de rêves et d'énergie. Mais attention, ce que vous avez vu n'est qu'un avant-goût. L'exposition regorge encore de nombreuses surprises que nous n'avons pas pu vous dévoiler. Chaque visiteur pourra faire ses propres découvertes, suivre son propre chemin et trouver son trésor personnel.